Bien, messieurs, mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous poursuivons notre matinée consacrée au rugby avec une table ronde de grands clubs du top 14. Nous recevons ainsi monsieur Jean-Michel Guillon, président de l'ASM Clermont-Auvergne, monsieur Thomas Lombard, directeur général du Stade français, monsieur Vincent Merlin, président du Stade Rochelais, et monsieur Didier Lacroix, président du Stade toulousain. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation avec le rapporteur de la mission, Cédric Roussel. Et je rappelle que cette audition est retransmise en direct, puis en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Deuxième sport le plus regardé en France, le rugby représentait en 2020 environ 150 millions d'euros de droits de diffusion dans notre pays. C'est une somme importante, digne de la popularité du ballon ovale. Il était donc logique que nous nous penchions sur ces spécificités. C'est d'autant plus important que pour nous, le rugby a peut-être des choses à apprendre aux autres disciplines majeures en termes de régulation de la compétition. Je pense au salary cap, mais pas simplement. Et en termes de diffusion, je serais donc curieux d'avoir votre opinion sur ce point et d'attendre votre point de vue sur l'avenir du sport à la télévision alors que de nouveaux acteurs entrent sur le marché. Sans plus attendre, je vous laisse à chacun la parole pour un exposé liminaire de 5-10 minutes. Vous voyez, vous faites comme chez vous, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission, en particulier son rapporteur, M. Cédric Roussel. Vous avez la parole et on va commencer peut-être dans l'ordre que j'ai annoncé tout à l'heure par M. Jean-Michel Guillon, s'il le veut bien. Très bien. Bonjour à tous. Moi, j'étais parti du principe que pour rentrer dans le vif du sujet, c'était peut-être plus facile au niveau de l'échange et des questions qui étaient posées par les différents membres de la commission. Mais en deux mots, une présentation tout de même de la fiche d'identité de notre club. Quand on se présente, on représente aussi et d'abord un club de rugby professionnel, vous l'avez dit, c'est une centaine de personnes dans le club, entre l'administratif et les joueurs, le sportif, et c'est environ une trentaine de millions de chiffres d'affaires. C'est pour poser cette fiche d'identité. On est, pour nous, notamment à Clermont-Ferrand, un peu plus qu'un club de rugby professionnel, parce qu'on se définit aussi comme appartenant à un club omnisport amateur, et c'est important de le préciser tout de suite, 7000 adhérents dans notre club omnisport, et le lien qu'on a entre le professionnel et l'amateur est important pour tirer le sport vers le haut, en particulier. Président, je ne fais pas là de chauvinisme régional, puisque nous sommes de la même région, à Saint-Étienne, que vous êtes à l'origine d'une initiative particulièrement remarquable de regroupement de clubs professionnels féminins de disciplines collectives. Et voilà, je voulais en profiter pour le dire et le souligner au passage. Pour le soutenir. Et c'est vrai que dans les 15 sections que nous avons au niveau du club omnisport, nous tenons à ce qu'à chaque fois, il y ait la représentation masculine et féminine. Et puis le dernier point qui est important aussi, et je pense qu'il est à la base aussi des échanges qu'on va avoir plus tard, c'est que nous nous présentons aussi comme les représentants du territoire. Et quand je dis ça, c'est tout de même en mettant en avant les clubs de supporters, les 16 clubs de supporters qui nous représentent, c'est 17 000 spectateurs par match. Et au niveau du territoire, c'est important parce que c'est une façon d'avoir un lien social très fort. C'est 10 000 abonnés et c'est aussi 550 entreprises partenaires qui supportent le club aujourd'hui. Et ayant dit ceci, moi j'insisterai sur notre modèle économique parce qu'il peut varier entre les clubs aujourd'hui. J'étais parti du principe d'un chiffre, le 30 millions à 33 millions, ça dépend des années de chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, il y a le tiers, 30%, qui est représenté par le partenariat lié à ces 550 entreprises que je vous ai données, et un partenariat dans les 30% hors hospitalité.
Nous recevons et nous donnons la possibilité à nos partenaires de recevoir aussi leurs partenaires. Et le budget d'hospitalité et des places partenaires représente à peu près 20% de notre budget total. Et puis la billetterie grand public, c'est aussi 20%. Donc vous voyez que autour du partenariat qui représente 50%, plus de la billetterie, on arrive à 70% de notre budget global. Et c'est un point très intéressant et très important par rapport à d'autres sports, et en particulier le football, parce que quand on regarde les droits TV qui nous occupent aujourd'hui, ces droits TV pour le club de Clermont représentent à peu près 15% à 20% selon les années de notre chiffre d'affaires total. Si je regarde le côté des dépenses, parce que quand on regarde le compte d'exploitation d'une entité commerciale comme la nôtre, elle est importante et elle se différencie par rapport à d'autres entités commerciales que vous avez l'habitude de côtoyer ou d'interroger. Notre salaire des joueurs, vous avez fait allusion au salary cap, représente tout de même aujourd'hui 50% de nos recettes totales. Si on ajoute la rémunération du staff, on se retrouve avec un budget rémunération total qui représente 60% de notre budget. Voilà les quelques éléments de contexte que je voulais vous donner au départ sur le club de Clermont pour insister sur cette notion de territoire qui pour nous est essentielle quand on parle d'un club de rugby et de sa diffusion beaucoup plus large que les résultats sportifs d'une semaine ou d'une année. Et puis, c'était pour mettre en évidence aussi la question des droits TV, ce qu'ils pouvaient représenter, et c'est important pour nous, mais par rapport à d'autres sports, ils occupent une place en pourcentage moins importante. Un mot peut-être, Monsieur le Président, sur comment le club a surmonté la crise sanitaire et ses effets? Oui, alors c'est mon dernier point et elle a été violente. Et je pense qu'il faut que vous ayez deux chiffres. 30 à 33 millions de chiffre d'affaires avant Covid. L'année dernière, sur la saison, 17 millions de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires divisé par deux. Et puisque vous représentez aussi, d'une certaine façon, l'État à travers le travail que vous réalisez, je peux vous dire que les aides sur lesquelles nous avons pu compter étaient véritablement essentielles pour maintenir l'activité d'un club de rugby. Et elles ont été sous deux formes, et vous le savez mieux que moi. Il y a eu d'abord une exonération des charges salariales qui nous a permis de voir venir. Et aujourd'hui, à travers un fonds de solidarité qui prendra en compte la saison passée, nous espérons pouvoir compter sur une somme qui nous permettra de réduire notre déficit parce que baissant à 17 millions en chiffre d'affaires, notre déficit sur la saison passée est aux environs de 9 millions d'euros. Donc, 9 millions d'euros, on a ces aides qui sont venues ou à venir et le PGE que nous avons contracté à hauteur de 8 millions d'euros nous a permis de passer en trésorerie. Mais ce PGE, il faudra le rembourser. Oui. Et c'est, en ce qui concerne tout le modèle économique de nos clubs, une question qui est sur la table aujourd'hui. Et son étalement en particulier. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Guillon. Je vous propose qu'on passe la parole à Thomas Lombard, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Je vais aller peut-être un peu plus, comme il y a une présentation assez intéressante, mais qui, même si les chiffres peuvent varier, représentent quand même les problématiques de la plupart de nos clubs, faites par Jean-Michel, et je l'en remercie, sur le sujet un peu plus en profondeur qui nous anime, c'est-à-dire celui des droits et de l'impact sur les clubs. Bon, vous connaissez l'historique, c'est-à-dire les droits qui ont monté de manière très significative au cours des 15-20 dernières années pour atteindre des montants relativement importants aujourd'hui, mais qui, d'abord, et ça c'est très important de le préciser, sont redistribués au rugby de manière assez équitable, on va dire, entre l'ensemble des clubs.
Alors évidemment, il y a un système de méritocratie sportive, etc. Mais il y a quand même une solidarité très forte qui est marquée dans le rugby sur le principe de la redistribution. Et c'est un modèle qui est très vertueux, mais qui aussi, à un moment, limite, je dirais, la redistribution des revenus sur les clubs qui ont le plus d'images et qui passent le plus souvent sur les antennes. Mais c'est un sujet qui est parfaitement assumé par les clubs et qui va dans une politique et dans une philosophie globale qui est très rugby, je dirais. Ensuite, je voudrais aussi attirer votre attention sur la durée de ces droits, alors qui maintenant peuvent être commercialisés sur 4 années, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui est, si on le regarde comme ça rapidement, ce qui peut apparaître comme une période assez longue, mais qui ne l'est pas tout à fait. Quand on connaît les besoins aujourd'hui pour le rugby d'aller chercher d'autres publics, de fidéliser, d'intéresser de nouvelles personnes à cette pratique, le temps que les gens comprennent comment fonctionne le championnat, comment sont organisés les matchs entre la Coupe d'Europe, entre les matchs internationaux qui, eux, sont diffusés sur des chaînes en clair, sur une chaîne en clair comme France Télévisions, et évidemment le championnat avec des journées qui varient. Tout ça prend du temps. Et c'est vrai que je pense que se poser la question d'accroître encore cette durée de commercialisation des droits peut être, à mon avis, un sujet intéressant. Après, alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler puisque j'ai travaillé dans cette maison qui est Canal+. Mais voilà, les relations entre la Ligue nationale de rugby, Canal+, et les clubs sont plutôt très constructives, très intéressantes, avec, je dirais, beaucoup de choses qui sont faites conjointement, même si pour les clubs, ça représente aussi à un moment une contrainte d'avoir sans cesse des caméras, mais ça contribue aussi à faire connaître le rugby et à développer l'image de nos clubs respectifs. Voilà, c'est important de savoir qu'un diffuseur historique, qui est aujourd'hui la seule exclusivité, à ma connaissance, encore en vigueur dans le paysage audiovisuel du sport et des droits, voilà, c'est quelque chose qui s'entretient et c'est quelque chose qui est plutôt satisfaisant. Après, un petit mot sur ce qu'a dit Jean-Michel et la question que vous avez posée sur la traversée de la crise pour les clubs, pour faire un pont avec les droits télé. Oui, c'est certain que si on le compare à d'autres, si on les compare à d'autres sports, ben voilà, les montants perçus par les clubs, si on les met en perspective par rapport au budget global, sont pas aussi significatifs que ça. Donc, il faut aller chercher d'autres sources de revenus. Et là-dessus, Jean-Michel l'a parfaitement expliqué. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur Vincent Merlin pour le Stade Rochelet. Bonjour, Pierre Venère, directeur général du club. Pardon. Je me présente, Vincent, excusez-le. Un petit point sur le Stade Rochelet. Il y a beaucoup de similitudes sur le modèle économique, entre le modèle économique de Clermont-Ferrand et celui de La Rochelle. Sur les enveloppes de budget, on est à peu près aussi à 30 millions. Les droits télé représentent aussi à peu près 15% de ce budget. Et on a à peu près les mêmes ratios, de 50% de nos revenus qui sont générés par le partenariat et les hospitalités, 20% par la billetterie et 10% par la restauration dans le stade et le merchandising, donc 80% de revenus propres sur le budget du club. Un petit point particulier sur l'aspect budgétaire, c'est que le club, depuis, en fait, est assez neuf et assez jeune à ce niveau dans le top 14, puisqu'on est monté de Pro D2 qu'en 2014-2015, et que donc au cours des 5 dernières années avant Covid, on est parvenu à doubler notre budget de 15 millions à 30 millions, essentiellement par le développement de notre infrastructure, puisqu'on a, comme d'autres clubs de top 14, en fait, la gestion totale de notre enceinte qui nous a été confiée par la collectivité via un bail amphithéotique, qui nous permet d'investir nous-mêmes dans nos infrastructures et donc de faire du stade une source de revenus et de génératrice de revenus. Et là, c'est un petit point qui rattache au droit télé, c'est qu'en fait, quand on a dû investir à peu près 15 millions d'euros dans notre enceinte, et donc ce financement de ces investissements a été fait par emprunt bancaire. Et un point important de la sécurisation de cet emprunt a été
les droits télé, puisque la banque a voulu effectivement se sécuriser sur les remboursements, donc dans la durée de 3 ans pour l'instant, sur ces remboursements en mettant en place un DAI de créance. Je vous dis ça pour rejoindre les remarques de Thomas en disant que un autre intérêt de prolonger la durée des contrats de droit télé permettrait donc au club aussi d'avoir une visibilité à plus long terme sur la sécurisation de ce revenu-là. Donc, même si c'est 15% de notre budget, c'est néanmoins une partie importante. Et je dirais que c'est la seule source de revenus qui est sécurisée, notamment via notre modèle de solidarité entre la Pro D2 et le Top 14. On est capable d'expliquer à notre banquier que même en cas de descente en Pro D2, il n'y a pas d'accident industriel et on a toujours une manne de droits télé avec un revenu minimum garanti qui permet de couvrir les annuités de remboursement de nos investissements. Donc le fait d'anticiper avant l'échéance, comme le fait la Ligue, ces négociations vous permet quand même aussi d'accentuer cette visibilité, de permettre cette… Ça permet de prolonger d'autant effectivement la visibilité qu'on donne à notre partenaire bancaire, mais on imagine que si on annonçait avec éventuellement aussi 1 an ou 2 d'avance une sécurisation de contrat sur une dizaine d'années, ça permettrait au club d'être encore plus actifs dans leur stratégie d'investissement et de rassurer leurs partenaires bancaires. Et je crois que si on veut que les clubs soient autonomes et notamment parce qu'on gère aussi au niveau du Stade Rochelais un club de basket qui évolue en NM1, dont on est l'actionnaire majoritaire. On a des enjeux de développement de la salle. Le basket, aujourd'hui, on le sait, assez dépendant des subventions des collectivités. Si on veut le rendre plus autonome, ça passera par notre capacité à investir et donc à sécuriser ces montages d'investissement. Et donc les droits télé ont un enjeu là-dessus. Monsieur Vénère, je profite. Vous êtes propriétaire de votre stade? On a une convention d'occupation qui nous donne des droits réels sur 50 ans. Donc, c'est une forme de bail amphithéotique. Donc, on fait nous-mêmes les investissements qui reviendront, hélas, à la collectivité à l'issue du bail. Mais c'est quand même une forme d'exploitation de l'enceinte sportive qui vous permet d'en tirer quand même… Tout à fait. Sur les périodes données, d'en tirer totalement le retour sur investissement. Et c'est un excellent modèle de collaboration avec la collectivité. Très bien. Sans plus tarder, je passe la parole à Didier Lacroix pour le Stade Toulousain. Bonjour à tous. Je suis accompagné de Jean-Philippe Rey, qui est mon DRH et directeur financier, qui a également officié auprès du ministère du Budget, notamment, et détaché au service des sports et qui connaît bien les rouages de l'État. Une fiche de présentation du Stade Toulousain qui est quasi similaire à celle de Jean-Michel Guillon également. Alors, une différence, ils ont un titre féminin, nous, que l'on n'a pas réussi à avoir encore. Et on s'est contenté des 2 titres masculins, européens et français. C'est pour qu'on se chambre un peu quand même, bien entendu. Je rajouterai également sur cette structure une structure handisport, également dans notre omnisport, qui n'est pas neutre aujourd'hui dans le paysage. La création d'un fonds de dotation pour la gestion de l'ensemble de nos opérations de RSE également, mais rien de plus de particulier. Vous êtes avec une frange de clubs qui ont effectivement des droits TV qui représentent, Jean-Michel le disait là encore, entre 15 et 20% de notre budget. 15 à 20% représentent l'ensemble de la dotation de la LNR, dont les droits mutualisés de partenariat, mais globalement, 85% du budget de la LNR sont des droits TV. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'ensemble des droits issus des droits TV de la LNR sont des droits TV. C'est un petit raccourci. Je vais surtout attendre les questions-réponses. La particularité, et qui, encore une fois, n'est pas une attente de modification, mais qui est une remarque, des clubs comme nous, avec La Rochelle, le Stade français et l'ASM, sont des clubs avec une forte attractivité,
Et on fait partie des clubs qui, avec Toulon, ont très certainement les meilleurs scores en audimat, ou du moins en mesure de nombre de téléspectateurs. Pour autant, et Thomas le rappelait, nous avons fait le choix, nos prédécesseurs ont fait le choix, et nous respectons ce choix, d'avoir des droits télé qui sont très mutualisés dans le domaine du rugby. La méritocratie est relativement faible parce que l'ensemble des droits télé, qui ont augmenté au fil des ans, ont permis de financer l'ensemble du rugby, une partie revenant au rugby amateur, une partie redescend, une grosse partie, presque 40%, à la Pro D2. Et en fait, ce que l'on souligne peut-être pas assez, mais que je tiens à faire aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans un débat médiatique, mais dans un débat politique au sens large du thème, c'est que les grands clubs, et là, ce n'est pas prétentieux de dire que l'ASM, le Stade français, La Rochelle et le Stade Toulousain que vous avez conviés aujourd'hui sont des grands clubs, font l'effort quelque part de cette mutualisation et de cette participation au financement du rugby. Contrairement au monde du foot, effectivement, la méritocratie est beaucoup plus aiguisée dans ce que l'on connaît du système de redistribution. Et effectivement, au rugby, on a cette particularité. Elle conduit même, pour entrer dans les détails, à plus ou moins d'inconfort que l'on essaye de gommer au travers d'une participation supplémentaire de la Ligue. Mais vous n'êtes pas sans savoir que certains horaires sont très bons sur un plan télévisuel, un peu moins bons, un peu moins pratiques sur un plan opérationnel, et on parle notamment à ce créneau du dimanche 21h. Là encore, on est très fiers de participer aux audiences que l'on espère croissantes du rugby. Néanmoins, c'est plus ou moins difficile localement, notamment par rapport au public de famille, d'avoir beaucoup de matchs un dimanche à 21h. Donc, c'est une des caractéristiques, je pense, qu'il faut souligner au rugby, ce côté solidaire, quelque part, et ce côté mutualisation des recettes qui me paraît être une particularité que je tenais à souligner. D'accord. Et Monsieur le Président, aujourd'hui, donc il y a une forte unité, on va dire, de l'ensemble des présidents de clubs qui sont représentés à la Ligue pour poursuivre ce consensus avec une forte dimension de redistribution. Il n'y a pas pour le moment de velléité on dirait, de sécession des clubs les plus riches, comme on a pu le voir dans d'autres disciplines. Je laisserai mes confrères y répondre. Il me semble qu'on est dans une période plutôt, sur un plan démocratique, majoritairement, tout le monde est plutôt désireux de conserver les principes du système actuel, avec une bataille relativement évidente, mais qui est vraiment à la marge sur les bordures. Est-ce qu'on passe de 40 à 37, de 37 à 41, mais on est vraiment plutôt dans une équation qui est assez identique à celle que nous vivons depuis quelques années. Mais je laisse mes confrères également donner leur avis. Il n'y a pas de push politique au sens, encore une fois, global du terme, pour aller renverser cet échiquier-là. Et encore une fois, électoralement parlant, on en est protégé. Oui, juste un point peut-être pour compléter ce que vient de dire Didier. J'ai insisté dans mon propos liminaire sur la notion de territoire. Et je vais prendre l'exemple de Clermont. On n'est pas un territoire de rugby historique, mais nous avons autour de nous un certain nombre de clubs. On va prendre l'exemple du Stade Aurillacois qui représente le Cantal. Quand on regarde ces droits télé, on part du principe aussi qu'il y a entre
ces différents clubs sur un même territoire un objectif qui doit être commun, c'est la promotion du rugby. Et nous nous nourrissons de tous ces clubs autour de nous, en particulier de Pro D2, qui forment les futurs joueurs de rugby du top 14. Et nous devons tenir compte de cette notion de territoire. Et le fait qu'il y ait cet équilibre, cette répartition, elle correspond aussi à l'esprit du rugby. D'accord. Je voulais rajouter, puisqu'on avait cette réflexion juste avant vous avec les responsables de la Ligue nationale de rugby. Bon, certes, plus de 100 millions d'euros de droits télé, c'est une somme importante. Et en même temps, avec une évolution qui est relativement raisonnable en termes d'augmentation de ce qui est demandé, hein, notamment aux diffuseurs historiques, enfin à tous ceux qui candidatent pour un appel à candidature pour ces droits télé-là. Est-ce que vous êtes aussi dans cette idée de dire on augmente raisonnablement, mais de façon continue ces droits télé, mais on ne demande pas non plus des sommes extravagantes, pour eu égard au fait que vous l'avez rappelé, les montants de droits télé dans le rugby, ça n'a rien à voir en termes de proportion dans le budget de vos clubs respectifs par rapport au football, qui est beaucoup plus télédépendant quand on est à 50 ou 60%, comme c'est le cas dans mon club de la SSE. Et j'en profite pour dire que là, on aura un vrai derby, pas celui de Lyon, mais celui de Clermont aussi, quand même, cette année en Liga. Est-ce que vous êtes aussi d'accord pour cette stratégie-là? Et puis, la question que je posais aussi à la Ligue juste avant vous, moi, je me suis régalé là depuis 3-4 semaines en regardant le Super 7, là aussi, avant le week-end de reprise hein, de la semaine dernière en top 14 en particulier, qui a dû être bon en termes d'audience parce qu'en plus, il n'y avait pas de football. Mais le Super 7, aujourd'hui, et le rugby à 7, vos clubs respectifs, on a vu hein, que les clubs commencent à s'impliquer. Est-ce que ça vous paraît être aussi un élément de valorisation des montants des droits télé pour l'avenir, pour la suite? Est-ce que vous avez envie que ce spectacle sportif-là, qui plaît hein, au public, mais aussi aux téléspectateurs, monte en puissance aussi dans vos modèles respectifs? Moi, je veux bien commencer à répondre. Je répéterai ce que j'ai dit quand même et ce que Pierre Vénère a souligné lui aussi. C'est à l'importance d'avoir des revenus qui soient sécurisés pour les clubs. Alors, on a évidemment ouvert la porte sur une sécurisation plus longue de ces droits télé qui sont essentiels pour la survie de nos clubs, surtout dans la période que vient de traverser. Après, la consommation de la télévision, les nouvelles offres, le digital, etc. Tout ça sont aussi des sujets sur lesquels on doit être en alerte. Et l'idée, c'est pas de remettre en question un fonctionnement ou de dire voilà, ça vaut plus ou peu importe. C'est d'essayer de construire quelque chose et de réfléchir à garder finalement un produit qui soit visible par tous, qui aille chercher aussi ces nouveaux publics qui seront, il faut quand même le reconnaître, ceux qui demain amèneront cet intérêt pour les diffuseurs. Hein. Vous le savez comme moi, les gens qui regardent aujourd'hui le rugby représentent une tranche de la population qui a entre 35 et 60 ans. Quoi. Donc, on a une partie des jeunes qui ne regardent pas ou qui ne regardent pas suffisamment le rugby ou qui pourraient le regarder plus. Donc là, c'est à nous de réfléchir à comment se moderniser, à comment les attirer, à comment être à la page au travers d'offres différentes. Le digital en est une. On a aussi les nouveaux acteurs avec l'OTT. Voilà, il y a pas mal de sujets. Mais il ne faut pas perdre de l'esprit que la solidité ou la robustesse de nos modèles part du principe qu'il faut des engagements et des partenariats longs. Donc celui-là, 80% des revenus de la Ligue nationale de rugby, Didier Lacroix l'a précisé, il est vital pour le rugby. Néanmoins, il doit quand même évoluer et on doit se poser un certain nombre de questions. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir partager ça avec vous. Pour compléter peut-être sur le sujet du montant des droits télé, je pense que le rugby a la chance de ne pas être pris dans une course en avant comme peut l'être le foot
pour deux principales raisons. Le premier, c'est qu'au niveau européen, on ne subit pas la même contrainte et la même concurrence, et qu'aujourd'hui, avec notre montant de droits télé, on peut exister, et Toulouse l'a montré au niveau européen. Et le deuxième aspect, c'est la mise en place du salary cap dans le rugby, qui en fait permet, c'est un modèle vertueux, d'équilibrer d'un point de vue structurel les budgets, en gros avec 30-35 millions de revenus. Un club peut largement couvrir son salary cap s'il développe ses recettes en propre. Donc, effectivement, il y a un intérêt à long terme à développer les droits télé, mais il n'y a pas d'urgence. Et ce qui est très important, et c'est pour rejoindre ce que dit Thomas, c'est que en fait, les droits télé soient valorisés à leur juste valeur pour que le diffuseur soit aussi satisfait de son retour sur investissement. Et ça, c'est quand même un gage de pérennité de nos accords. Et donc, à vouloir trop demander, on peut aussi trouver des déséquilibres qui fait qu'il y a une bulle spéculative qui se crée sur les droits et qu'il y a une décorrélation entre la valeur réelle et la valeur commerciale. Donc, on est plutôt dans une volonté de faire grandir les choses progressivement et profiter de notre modèle de développement qui nous différencie du football. Le développement des droits et l'accroissement de la base de fans du rugby passera par des investissements. Alors, un certain nombre de ces investissements sont supportés par les clubs qui, on le voit, se structurent dans tout ce qui peut être communication digitale, etc., travaillent sur le contenu qui est produit chaque jour par les clubs, mais aussi un travail en étroite collaboration avec le diffuseur. Et le diffuseur, lui, s'il investit, il faut qu'il puisse avoir une visibilité dans le temps. Et c'est vrai que je reviens là-dessus, mais c'est important. La sécurisation des droits sur des périodes plus longues pourrait aussi encourager les diffuseurs. Et on a ce genre de discussion aujourd'hui avec Canal+, à investir peut-être des montants encore plus conséquents sur ces nouvelles méthodes d'évangélisation et de faire savoir et de faire découvrir le rugby à de nouveaux publics. Et avant de passer la parole au rapporteur pour ses propres questions, j'avais une petite curiosité parce qu'on a le sentiment, moi comme ça, en tant que extérieur, que le monde du rugby et les clubs professionnels du rugby ont beaucoup réfléchi et ont mis en pratique un modèle de diversification de leurs ressources financières, justement pour ne pas être télédépendant, ça tombe bien. Mais on voit bien sur la billetterie, le marketing, la question des enceintes sportives, les partenariats locaux, territoriaux. Il y a beaucoup de choses qui sont innovantes, qui vous permettent quand même d'assurer un équilibre et de compléter avec les règles le modèle vertueux que vous évoquiez à l'instant, comme le salary cap. Je voudrais vous êtes président parmi les plus grands clubs de rugby en France. Est-ce que vous avez des fois des patrons de Ligue 1, de foot, qui vous appellent pour vous demander les conseils? Parce qu'on a l'impression que ce travail n'a pas du tout été fait, sauf dans quelques clubs, mais de façon très isolée, du côté du football. Et que, il y a eu le mirage à un moment donné Mediapro, donc on est reparti dans une forme de leurre sur la TV dépendance. Aujourd'hui, c'est l'arrivée de Messi qui fait qu'on se dit, par anticipation, peut-être que l'an prochain, on va réussir à relever le montant des droits qui a été divisé par 2 par rapport à la promesse d'augmentation de 60% des droits. Mais on a l'impression que le travail, par contre, sur le modèle économique des clubs de football, de Ligue 1, c'est moins vrai en Ligue 2, et pas vraiment fait aujourd'hui pour diversifier, sauf peut-être à Lyon, puisqu'on a eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'avoir aussi Jean-Michel Aulas à votre place. Il vous appelle de temps en temps, ces présidents de clubs de foot, pour avoir des conseils? Non. On va faire preuve d'humilité. Non, ils ne nous appellent pas, mais je pense qu'ils ont… vous savez, au contraire, nous, on a… je vais parler pour moi dans ce cas-là. On a quand même l'impression que le foot a 15 ans d'avance et il a 15 fois plus de budget que nous. On va faire simple, parce que le chiffre 15 nous plaît bien, ça peut être 10, ça peut être 20. La discussion d'aujourd'hui, l'inquiétude
légitime que vous pouvez avoir en représentant l'État sur un plan législatif, c'est de dire comment le couac des droits télé du foot, est-ce que ce couac-là pèse sur l'ensemble du monde du sport français? Et donc, on peut remercier le foot d'avoir quelque part, une nouvelle fois, créé cette discussion. Parce que s'il n'y a pas le couac sur ces droits télé français, je ne suis même pas sûr, je l'espère, mais je ne suis pas sûr qu'on ait cet espace de discussion aujourd'hui. Encore une fois, le modèle du foot et les questionnements que l'on peut se poser, et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est un constat, c'est comment des clubs se sont dans le temps recapitalisés, peut-être avec des capitaux de surcroît étrangers, et comment on demande à un investisseur, quel qu'il soit, de respecter ce que vous êtes en train de décrire, une certaine attitude de gestion, et celle-là, elle est un peu difficile à définir, mais surtout ce que rappelait Jean-Michel et qui est pour nous énorme, c'est comment ils vont respecter tout le travail fait au travers du monde associatif, au niveau des territoires et au niveau de l'empreinte territoriale de chacun de ces clubs. En quoi un investisseur qui n'est pas une tare absolue, hein, loin s'en faut, mais va faire perdurer l'ensemble de ce travail de fond que nous avons l'impression, nous, de faire à notre niveau. Elle est plus là, la question, et effectivement, pour vous répondre, les échanges que l'on peut avoir, notamment avec nos pairs dans la ville, Damien Comolli étant un représentant d'un actionnaire fort qui vient de racheter le club de foot toulousain. Et me semble-t-il, sur un plan humain, c'est pas me semble-t-il, j'en ai la certitude, quelqu'un issu de notre territoire, il est biterrois de surcroît, avec une volonté de diriger le club pour le compte de ses actionnaires, bien entendu, mais avec cette philosophie-là. Il est passé par Saint-Étienne, ce qui est une grande qualité. Il est passé par Saint-Étienne, il est passé par Liverpool, il est passé dans les grands clubs d'Europe, notamment en Turquie. Donc, c'est vraiment une personne de qualité. Et est-ce que c'est un modèle isolé? Est-ce que c'est un cas isolé dans un modèle footballistique? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, oui, on discute, mais on discute notamment, non pas de mode de gestion comme vous posiez la question et de droit télé, même si en Ligue 2, c'est très particulier et ils sont en train de redessiner une voie, comme vous le savez certainement. On parle véritablement d'investissement sur le territoire et de savoir comment on peut se compléter. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que dit Didier, parce que je pense qu'on est au cœur du débat là. En ce qui concerne le rugby, en tant que président, aujourd'hui j'ai deux soucis. Le premier, pour intéresser, pour présenter de la valeur pour nos droits télé, on sait pertinemment à notre niveau qu'il faudra élargir notre base de spectateurs et de téléspectateurs et arriver à intéresser une population beaucoup plus large que celle que nous avons aujourd'hui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est sûr que travailler sur le Seven aujourd'hui nous permet de le faire. Et travailler sur le Seven, ça veut dire aussi investir. Et on se retrouve parfois à notre niveau avec la question des ressources, pas simplement financières, mais humaines. Au mois d'août, quels sont les joueurs professionnels qu'on peut mettre en place sur ce nouveau championnat du Seven? C'est compliqué. C'est le Seven, et c'est aussi le rugby féminin qui est encore au stade très amateur et sur lequel on a la responsabilité aussi de développement.
Ça, c'est le rugby en général. Quelles sont les voies que nous allons choisir pour le développer, pour intéresser une population beaucoup plus large. Mais pour rebondir sur ce que dit Didier, et pour répondre à votre question sur les clubs professionnels, je pense qu'on est rentré dans le football professionnel dans une spirale très financière. Et à un moment, c'est vrai que la solution de facilité, c'est d'utiliser cette manne financière qui vient à la fois des droits télé et d'un certain nombre de financiers qui sont intéressés pour faire la culbute et pour avancer et pour se donner une image au-delà du football. Alors qu'à notre niveau, on a ce lien avec le territoire et avec le sport amateur. Parce que je ne l'ai pas fait de façon complètement désintéressée, mais ce lien qu'on a avec les clubs amateurs sur le territoire, il faut que nous l'assumions aussi. Et ça représentera demain un investissement aussi supplémentaire, parce que quand on demandera à nos staffs de diffuser encore plus, à nos staffs de supporter des clubs qui sont en Pro D2 ou en National, qui ont besoin d'avoir des ressources supplémentaires, on sentira qu'à notre niveau de club professionnel, on a ceci à assumer, comme on le ressent aujourd'hui sur le partage des droits télé. Et cette réflexion de fond, il faut que nous l'ayons, et à mon sens, elle dépasse le cadre des droits TV. C'est comment demain, des clubs professionnels comme les nôtres, qui ont une responsabilité sur le lien social, qui est parfois mise en difficulté, parce que moi, ce qui m'a surpris en arrivant et en prenant la présidence du club, c'est quand on est au milieu du stade Mont-Saint-Michelin à 20 000 personnes, il n'y a plus de différence entre le cadre et l'ouvrier, on est tous ensemble. Et ça, on le porte, et on le porte pendant le match, avant le match et après le match. Et si on peut le porter demain en faisant un lien beaucoup plus fort et un investissement qu'on aura à financer aussi avec le monde amateur, si vous pouvez nous aider aussi à prendre en compte cette dimension-là et à réfléchir sur ce qui est plus qu'un business model, c'est un modèle social qu'on a à prendre en compte, ben je pense qu'on pourra progresser avec cette image du rugby. C'est un point commun d'ailleurs avec le Clermont Foot, hein, parce qu'on a auditionné Claude Michy Oui. il y a quelques semaines, hein, qui nous racontait ses ex-responsabilités à la tête du club de Clermont. Je passe la parole à Cédric Roussel pour vous poser des questions. Merci pour ta passe, Président. Alors, déjà, je vous remercie, messieurs, parce que c'est très éclairant. Et pour répondre au Président Lacroix, je vous confirme que cette mission, on pourrait l'intituler « Le couac qu'il en coûte » et après, parce qu'on est bien sur une réflexion, un fait divers, mais qui a amené une réflexion, qui amène à une réflexion sur le modèle économique du financement du sport, déjà d'un point de vue macro, mais aussi micro, puisque le sport professionnel donc irrigue effectivement les caisses de l'État, mais aussi, et vous l'avez dit, Président Guillon, il a une interaction sur son territoire et il fait vivre sur son territoire aussi différents acteurs. Donc, on est bien d'accord, et donc c'est intéressant le rugby, bien sûr, parce que vous êtes les deux sports avec le football qui ont une valeur commerciale dans la diffusion encore, j'ai envie de dire, puisque la crise Covid a laissé sur le carreau, notamment, je pense au basket, qui aujourd'hui n'a plus de valeur et de monétisation de la diffusion de ces droits TV. C'est une des réflexions notamment de cette mission, c'est comment ça se passe et comment chacun s'organise pour pouvoir donc, j'ai envie de dire, irriguer les bonnes idées partout et dans toutes les disciplines, sans compter qu'il y a un fort enjeu aussi du développement du sport. On a beaucoup parlé de développement des disciplines, mais aussi du sport féminin, puisque tout ça, il y a une intention politique et sociétale, c'est d'augmenter in fine la pratique du sport dans notre pays pour que notre pays soit une nation réellement sportive. Voilà, c'était juste un petit préambule, mais juste pour revenir sur les sujets des droits TV. Vous avez de la chance, c'est qu'ils ne sont pas fortement valorisés effectivement dans votre modèle économique, ce qui fait que vous n'avez pas subi le second, en tout cas un impact, je dirais, média pro. Et c'est vrai que je me faisais la remarque que c'est la seule variable commune entre vous. Effectivement, les droits TV sont solidaires et leur répartition est solidaire. Et c'est peut-être une des raisons pour
pour laquelle donc aussi, j'allais dire, ce sujet-là est un sujet plutôt apaisé, en tout cas de discussion apaisée entre vous les clubs. Mais c'est vrai que si on regarde vos modèles économiques, c'est la seule variable qui impacte donc, en tout cas, qui a une influence identique donc sur vos modèles économiques. Mais derrière la volonté, j'entendais peut-être ça de Thomas Lombard, c'est une question que je vous pose à tous les trois, mais c'était peut-être ce que j'entendais dans le fait d'avoir une réflexion sur ce qui n'empêche pas une réflexion, puisqu'on a vu que les droits TV étaient en constante progression. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des critères quantitatifs et aussi qualitatifs. Qualitatif, vous le savez, c'est la qualité de l'exposition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que l'équilibre entre sport en clair, en tout cas rugby en clair, rugby, je vais dire sur une chaîne payante, puisque Canal+ aujourd'hui est votre unique diffuseur depuis le début de l'histoire de la commercialisation des droits, est-ce que vous pensez que cet équilibre est satisfaisant ? Alors, je vais prendre la parole, monsieur le député. Je vous remercie de nous dire que, vu la faiblesse des droits, on est très heureux. Parce qu'en fait, c'est ça. Non, en fait, ce n'est pas une question quantitative. Au final, ça devient une question quantitative. C'est une question d'équilibre. En fait, est-ce qu'on est au bon prix ou pas au bon prix? Et ça, c'est l'éternelle question. Il nous semble qu'on a été relativement raisonnable et donc ça nous positionne sur un marché qui n'est pas dangereux. Encore que, vous le savez tous, on est quand même en train de se poser la question régulièrement entre notre ami de toujours et néanmoins diffuseur Canal+, et de savoir quelles sont les offres qui existaient hier, qui ont disparu, qui sont en train de se transformer et donc qui offrent de nouveaux un nouveau paysage et un nouveau territoire de diffusion possible et donc d'exploitation commerciale possible. Thomas a commencé à en toucher quelques mots, notamment au travers de ces nouveaux médias digitaux qui vont nous permettre très certainement de réfléchir une nouvelle fois ce modèle et de le repositionner par rapport à la consommation qui existe du monde de la télé tel qu'on le connaît et tel qu'on l'a connu parce qu'il est en train d'évoluer, bien entendu. Donc oui, pour ma part, il me semble qu'on a été plutôt raisonnable, plutôt bien accompagné également, dans une progression linéaire avec une certaine stabilité. On a fait un choix qui s'est discuté, pour tout vous dire. Est-ce qu'on doit reconduire relativement rapidement notre discussion des droits télé tant que le foot balbutie, ou est-ce que l'on attend que le foot soit encore une fois dans une nouvelle ère et avoir une dépendance sur un plan des contenus de Canal+ envers le rugby? La question s'est posée véritablement dans l'ensemble des instances de la Ligue. Devions-nous, là c'était plus politique, se reposer la question d'assurer le financement de la Ligue avec une certaine sécurité pour un certain nombre d'années avant même nos élections internes? C'était la question que l'on s'était posée, parce que je vous rappelle qu'on a re-signé le contrat majeur qui assure les 85% de financement de la Ligue avant le renouvellement du mandat de Paul Gauze. On a fait ce choix-là, ce choix certainement raisonnable. On aurait peut-être pu prendre une prise de risque supplémentaire en disant, mais au vu de ce qui se passe au foot, si Canal+ n'a pas les droits, il sera obligé de racheter beaucoup plus cher les droits du rugby. C'était une hypothèse pour certains. Je pense que ce qui nous caractérise dans le monde du rugby, c'est d'essayer de faire les choses le plus sereinement possible avec de la lucidité. C'est ce qui nous conduit à un montant qui me paraît équilibré. Il y aura toujours des gens qui voudraient dire on mérite beaucoup mieux.
mais en tout cas, il a le mérite d'exister et de nous permettre de ne pas être en danger au quotidien. J'aime bien votre appellation de la thématique de la réunion, le couac qu'il en coûte et ce qui est arrivé effectivement au monde du football. Oui, mais Didier, moi, juste un point, parce que je pense que on parle souvent des valeurs du rugby, de l'esprit du rugby. Comme vous l'avez vu, notre modèle économique, il est basé sur le partenariat. Et là, il y a deux approches. C'est comme dans l'entreprise. Il y a une approche sur le long terme et une approche sur le court terme. Je pense que notre modèle économique, il nous amène à penser sur le long terme. Quand on a des partenaires, des entreprises, on n'est pas amené à leur dire on change d'entreprise parce que vous nous mettez 20 000 ou 30 000 euros supplémentaires d'une année sur l'autre. Il faut qu'on construise. Et de mon point de vue, pour bâtir sur ce que Thomas disait, quand on demande aussi à ce qu'on puisse avoir des partenariats sur le long terme au niveau des droits télé, c'est que ce type de partenariat correspond au type de partenariat qu'on met en place tous les jours avec ceux qui nous soutiennent. Et c'est intéressant, ceux qui nous ont soutenus pendant cette crise. Parce que je disais tout à l'heure, merci à l'État pour avoir débloqué, pour nous avoir permis de franchir ce cap. Mais je dis aussi merci à l'ensemble des 550 partenaires qui nous ont soutenus en disant on sait dans quelle situation vous vivez, on comprend que baisser de 50% de chiffre d'affaires, c'est infaisable, mais on est avec vous sur le long terme. Et sur les droits TV, je pense qu'on peut s'inspirer de cet esprit-là pour se dire voilà comment on construit avec un partenaire demain sans le mettre en concurrence tous les ans ou tous les 2 ans. Un point sur les droits télé, je serai pas long, mais quand même, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que une grosse partie de la bascule entre le foot et le rugby se fait sur les droits télé des championnats européens, des Coupes d'Europe, ce qui n'est pas le cas pour le rugby. Donc, il faut bien avoir ça en tête, et ainsi que la commercialisation des droits à l'international, qui sont pour le rugby absolument incomparables et une goutte d'eau si on compare ce qui se fait dans le football. Donc voilà, le top 14, je dirais que c'est quelque chose dont on a, et ça a été souligné par Jean-Michel et par Didier, et voilà, on a une satisfaction globale sur ce qui est fait. Il y a d'autres choses où on peut certainement, et d'autres droits sur lesquels on peut certainement mieux capitaliser et sur lesquels on doit mieux capitaliser, à condition peut-être aussi de réfléchir à d'autres formes d'engagement et d'autres collaborations. Il y a Pierre Vénère, je crois, qui voulait prendre la parole. Oui, sur le sujet de l'exposition des championnats et des arbitrages entre le clair et le payant, je pense qu'on partage un point de vue au niveau rugby, c'est qu'en fait, les ligues et les clubs sont assez responsables sur la question et que ça rentre intégralement dans une stratégie à long terme de savoir ce qu'on laisse accessible en clair et ce qu'on met sur les chaînes payantes. Et que c'est important de faire confiance aux ligues là-dessus et leur donner un maximum d'autonomie pour élaborer leurs appels d'offres comme bon le semble. Il y a plein de sujets sur lesquels la régulation est essentielle. Sur ce modèle sur le sujet de l'exposition des compétitions qui doit être diffusé sur des chaînes payantes ou non, selon les sports, selon les ligues, selon les cycles de développement, c'est totalement libéralisé à mon sens. Comment vous expliquez, parce que ça c'est un point commun si on reste sur le sujet des droits TV par rapport au foot, cette faiblesse de valorisation de l'exposition du top 14 comme de la Ligue 1 à l'étranger? Est-ce que c'est une spécificité française aussi là ou pas? Mais en tout cas, on voit que c'est un facteur de croissance. Enfin, de croissance. Monsieur le député, vous voulez vraiment, c'est un avis très personnel et très clivant. Parce que la Ligue nationale de rugby, par fidélité à Canal+, continue à vouloir traiter les droits internationaux avec Canal+, alors que ce n'est pas leur métier. Point. On continue à vouloir passer par une filiale de Canal qui revend les droits. Ça fait partie d'un périphérique parce que personne ne s'attend à une énorme économie à l'étranger. Et en fait, ce n'est pas leur métier.
on continue. Et Thomas, si tu peux m'aider, parce que tu fais un peu partie de la maison, ou tu as fait partie de la maison de Canal pendant un temps. Et je pense que tout simplement, là, en termes de donneur d'ordre, on n'est pas sur le bon interlocuteur pour vendre nos droits à l'étranger. C'est un peu cassant, mais direct. Il y a un contexte, certainement, et on doit mieux faire, et on doit avoir des montants. Quand on regarde le top 14, qui est quand même le championnat, ou en tout cas dans les 2 championnats références à l'échelle de la planète, on doit être capable de vendre notre produit mieux que ça à l'étranger, c'est une certitude. Après, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une baisse globale sur les 2 dernières années. Alors, les raisons à ça, je ne sais pas, probablement une partie de ceux qui achetaient ces droits ont changé déjà, puisqu'il y a un turn. Alors, nous, on a une fidélité extraordinaire avec Canal+, puisque ça dure depuis qu'il y a des droits, mais ce n'est pas le cas à l'étranger. Donc, on a des diffuseurs qui changent. Si vous prenez l'exemple de l'Angleterre, très significatif, c'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs diffuseurs, et puis ces diffuseurs, ils changent tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Et donc, on n'a pas forcément les mêmes montants qui sont investis. Mais néanmoins, si on regarde les montants qui sont engagés sur d'autres sports et le football, et les montants que nous, on est capable d'obtenir sur le top 14 et sur les autres championnats, on doit être capable de faire mieux. Et même à l'international, je pense que alors, il y a des gens dont c'est le métier, et il faut peut-être qu'on aille chercher autre chose là-dessus, parce que c'est une manne financière importante pour la Ligue nationale de rugby, pour les clubs derrière, et qu'il n'est pas logique qu'un championnat aussi élitiste et d'excellence comme le nôtre ne génère pas plus d'argent. Sachant que le foot n'est pas très bon non plus sur les droits internationaux. On est à 80 millions d'euros, sachant que l'arrivée de Neymar, on est passé de 25 à 80. Alors normalement, ça devrait franchir une étape supplémentaire bientôt. Mais bon, voilà. C'est pas tant ça. Je pense que si on se comprend et si on se dit les choses, moi je suis très à l'aise entre le foot. Je suis membre et du 15 parlementaire et du 11 parlementaire. Donc oui, j'ai aucun parti. J'aime tous les sports. Oui, je mange à tous les râteliers, on va dire comme ça, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour avoir vraiment, enfin en tout cas, mon objectif, c'est d'avoir vraiment donc une réflexion tout à fait globale. Et ce qui est intéressant, c'est ce comparatif quand même. Vous l'avez dit sans le dire. Il y a une véritable, et ce qui a peut-être provoqué effectivement, et certainement provoqué, je dirais, l'arrivée d'un nouvel entrant comme Mediapro, et la mise en concurrence, en tout cas cette volonté du football et de la Ligue de provoquer une mise en concurrence accrue. Voilà. Là, de ce que j'entends, c'est qu'il y a un frein, l'accroissement de valeur, on va dire, sur l'exposition internationale, du fait d'un manque peut-être de mise en concurrence. Mais tout ça, elle est aussi souhaitée d'un point de vue législatif, par cet appel d'offres non discriminatoire, etc. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une relation de partenariat, enfin une qualité relationnelle, qui a priori, enfin en tout cas si on regarde les dernières années, n'a rien à voir de ce partenaire qui est Canal+, entre donc le football et le rugby. Bon, parce que aussi, et c'est pour ça que je reviens au modèle économique de base, vous n'avez pas, et quand je disais vous avez la chance entre guillemets d'avoir de faibles valeurs de droits TV, c'était un peu dans ce sens-là, c'est qu'il y avait une télédépendance qui était beaucoup plus forte sur le foot. Mais ça n'empêche pas que moi, enfin, derrière ce qui nous intéresse aussi, on va dire d'un point de vue politique, ça reste l'exposition du sport d'une manière générale. Et c'est pour ça que je posais cette question sur la répartition entre Clair et chaîne cryptée, parce que si je provoque un peu, je veux dire, il faut aujourd'hui payer pour du rugby, pour un sport avec des valeurs que je connais, de solidarité, etc., d'ancrage territorial, et j'en viens à ça, et aussi l'exposition sur tous nos territoires du rugby. Donc, c'est pour ça que je vous ai interrogé là-dessus pour avoir votre sentiment. Maintenant, Thomas Lombard, vous avez parlé de durée, notamment contractuelle. Mais tout en disant juste avant que effectivement en Angleterre ça change tous les 2-3 ans et qu'en fait
cette rotation aussi peut participer, je ne sais pas si c'était ça l'idée derrière, mais peut participer à justement donc un turnover et une mise en concurrence aussi et une remise en question. Je disais qu'elle peut participer à un turnover et une mise en concurrence, sauf que, alors déjà en termes de montant, je parlais tout à l'heure de 2 championnats d'excellence, le championnat d'Angleterre et le top 14 en fait partie. En plus, c'est des modèles qui se ressemblent énormément sur la structuration, club, ligue, fédération, etc., etc. Mais les montants ne sont pas comparables entre ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe en France. Les audiences ne sont pas comparables non plus. Et on est uniquement là aussi sur des chaînes payantes. D'accord ? Le rugby anglais et même le rugby international est parfois sur des chaînes privées en Angleterre, ce qui n'est quasiment jamais le cas en France. Mais les droits TV sont moindres en Angleterre qu'en France. Hein, parce que c'est 40 millions, je crois. Ouais. C'est ça. Donc, pour revenir à la question dont je ne me souviens plus, mais tu vas me la rappeler, Cédric ? Non, c'était parce que cette durée contractuelle, c'est-à-dire allongement de la durée du contrat, elle est aussi mise en avant par le milieu du football, mais avec un contexte particulier, parce que là, vous êtes leader, en fait. C'est vous qui pouvez pousser la tendance, parce que c'est vous c'est l'inverse, en fait. C'est vous qui poussez, et derrière, ce sont les Anglais. Le football, c'est l'inverse. Alors, pour moi, il y a 2 sujets. Il y a un sujet de qualité et de visibilité, pardon. Aujourd'hui, c'est inscrit dans l'esprit des gens. Le rugby, en tout cas le top 14, c'est sur Canal+. On observe d'ailleurs que pendant la période Covid, les gens regardaient le rugby sur Canal+, puisqu'ils n'avaient pas d'autre choix, qu'ils ne pouvaient pas se rendre dans les stades, mais qui sont revenus dès lors que les portes ont été réouvertes. Je crois qu'il y a eu des affluences très, très satisfaisantes, pour ne pas dire record. En tout cas, moi, au Stade français, j'ai vendu le club a vendu beaucoup de places, ce qui historiquement n'est pas toujours le cas sur la première journée à Paris quand les gens rentrent de vacances. Donc voilà, je pense que le mode de conservation, il est inscrit dans l'esprit des gens. Et après, là où il faut être très prudent, c'est ce qu'on pourrait aller gagner en faisant rentrer un nouvel opérateur. Mais les contraintes que ça générait. On sait que les gens ne se désabonnent pas aussi simplement que ça d'une chaîne pour s'abonner à une autre. Le coût que ça peut représenter. En France, on peut regarder le rugby pour un montant qui est 3 fois moins élevé que celui que vous devrez payer en Angleterre si vous voulez voir tous les matchs. Parce qu'il faut être abonné à un diffuseur pour le championnat, mais pour les plus beaux matchs, à un autre pour l'ensemble des autres rencontres. Si la Coupe d'Europe, c'est encore un autre diffuseur, enfin entre tous les diffuseurs, ça finit par coûter une fortune, ce qui n'est pas le cas en France. Et je répète, la qualité de l'exposition, ce que garantit aujourd'hui un diffuseur historique comme Canal, ça a une valeur pour la qualité de notre produit. Et se dire on va aller chercher peut-être plus ailleurs, mais on a le risque de le perdre parce qu'on aura moins de satisfaction d'un point de vue des gens sur la facilité à trouver les canaux, à trouver les chaînes, à s'abonner, etc. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Mais pour l'instant, ça tient parce qu'il n'y a pas de flexibilité. Enfin, j'ai envie de dire que moi, je me place en tant que consommateur, là, je parle à titre personnel. C'est engageant d'être avec un opérateur, d'être avec un diffuseur. Et alors que j'ai l'impression quand même que sur toutes les générations, je ne parle pas de moi parce que je commence à être un vieux coton, mais réclament de la flexibilité, de l'agilité. Donc, c'est peut-être ça aussi, en tout cas, mais c'est l'affaire des diffuseurs, des partenaires et des ligues, mais de proposer de l'agilité dans l'offre, parce que c'est vrai que moi, je suis convaincu, en tout cas, que la diffusion au plus grand nombre est un facteur d'attractivité. Mais ça, c'est encore une fois un avis personnel. La société commerciale, c'est un sujet qui vient, en tout cas, qui est abordé par d'autres ligues professionnelles et qui va dans le sens de la dernière intervention, puisque l'idée est de capitaliser quelque part des droits. Donc, je voulais vous entendre sur cette évolution possible, en tout cas cet outil dont parle plus le monde du football, mais est-ce que c'est un sujet
de discussion chez vous? Oui, Je crois que Didier Lacroix a levé la main. Ah, pardon. Excusez-moi, c'est Oui, compliqué. et juste avant votre question, monsieur le député, je voulais, si je peux, introduire, et on reviendra à la question, introduire un autre paramètre dans la discussion, puisque la discussion n'est pas, on est en train de l'ouvrir, pas uniquement sur les droits télé. Je m'étais permis d'avoir une discussion assez ouverte lors de la venue de Madame la ministre Roxana Maracineanu, en la sollicitant pour qu'elle puisse définir un barème de cotation de RSE ou d'utilité publique des clubs. Autrement dit, moi, ce qui m'insupporte, c'est d'avoir des clubs qui font énormément d'efforts, que ce soit sur un plan des énergies, de la mobilisation du personnel, de l'engagement financier, pour être acteurs d'utilité publique, pour être présents sur leur territoire, pour être bons vis-à-vis de l'ensemble du spectre de mixité, pour des valeurs, des choses que l'on a évoquées et qui évoquent magnifiquement bien, parce qu'il le fait si bien Jean-Michel, encore une fois, avec l'ASM. Et de temps en temps, on a en face de nous notre représentant, notre élu local qui nous disent « Ah ouais, mais moi, le budget du sport, je dois faire en sorte que les clubs de division, on a mis un barème, les clubs de seconde division, on a mis un barème, les clubs de… non mais attends. Le saupoudrage. Chaque fois que nos amis, encore une fois, du football sont efficaces, je sais le dire. Mais quand ils sont inefficaces, quand dans un territoire, tout le monde se contrefout de monter dans le bus des footeux et sans faire de mauvais jeux de mots par rapport à l'histoire, et que nous sommes en train de mobiliser nos énergies avec un peu plus d'efficacité sur les territoires, je n'attends pas de l'État ou de l'argent public en retour. En revanche, j'attends une cotation qui nous note pour la performance de nos actions et que nous allons, nous, revendre, entre guillemets, ou valoriser auprès de nos partenaires qui sont, eux, à la recherche d'actions d'RSE qu'ils ne savent pas construire eux-mêmes. Autrement dit, aujourd'hui, il y a une mutation du monde du sponsoring, mécénat, peu importe la sémantique que l'on ait mis, sur de l'accompagnement au travers d'actions de RSE, mais on ne sait pas les valoriser ou on ne sait pas les objectiver. Et moi, je pense qu'il y a également un financement possible qui serait issu d'une objectivité qui arrive effectivement au plus haut niveau de notre territoire, de l'État, pour pouvoir dire mais tel club, il bosse bien, ils ont la note de 90 sur 100, tel club, je suis désolé, il a une note relativement faible de 20 et 30. Ça sera incitatif pour que les clubs soient utiles. Charge à nous de revendre notre note au travers des grosses sociétés qui viennent tous, et là je pense que Jean-Michel peut en parler avec une casquette industrielle, pour savoir qu'est-ce qu'un industriel peut venir chercher pour légitimer l'argent qu'il investit au travers de clubs comme les nôtres. Ça nécessite peut-être de créer une agence de notation indépendante. Ce n'est pas forcément que pour le rugby d'ailleurs, hein, mais pour l'ensemble des clubs professionnels qui sont dans une démarche de RSE, c'est une très bonne idée. Ça. Ah, je dépasse bien entendu le monde du rugby. Pour moi, c'est effectivement… Et ça permettrait de contrecarrer, bien entendu, cette caricature, mais qui a une part de réalité, de dire comment comment on peut investir de l'argent public pour payer le salaire mirobolant de Neymar ou d'Mbappé.
qui est la caricature basique quand on veut décrier le monde du sport. Mais je pense que si on était accompagné pour valoriser nos actions d'utilité publique et globalement nos actions d'RSE pour être dans le mot le plus vague, je pense qu'on serait tous gagnants. Juste peut-être un point. Alors, on est sorti un peu des droits TV, mais on arrive tout de même au fond du débat qui est le sport et la pratique du sport en règle générale. On a un avantage par rapport au monde amateur, c'est que nous sommes une vitrine. On a un deuxième avantage par rapport à d'autres sports, c'est qu'à travers notre modèle économique, nous regroupons des acteurs économiques autour de nous sur un territoire. Et cet avantage-là, il y a un moment où il faut qu'on puisse le concrétiser. Et je pense que ce moment est venu parce qu'on s'aperçoit que les collectivités locales sont de plus en plus en difficulté pour supporter le monde du sport sur le territoire. Dans le même temps, ces acteurs économiques et ces entreprises auxquelles faisait allusion Didier, elles sont prêtes à se rassembler, pas simplement sur le mode sponsoring, mais aussi sur le mode du mécénat. Et dans cette question-là, tu faisais allusion, Didier, au fonds de dotation du Stade Toulousain. Je pense qu'on peut aller plus loin et on peut pousser cette réflexion sur des fondations qui n'auront rien à voir avec des fondations qui ont été créées dans d'autres contextes, mais qui répondront aux besoins de vitalité du territoire à travers le sport. Et là, on a un certain nombre d'initiatives, mais le propos et le débat n'est pas là pour qu'on le fasse aujourd'hui, mais on a un certain nombre d'idées parce qu'on s'aperçoit que quand nous, clubs professionnels, avons ce type de discussion avec un certain nombre de nos sponsors, mais avec d'autres entreprises, on a une résonance aujourd'hui beaucoup plus importante qu'avant. Et on n'est plus là pour supporter l'ASM ou le Stade Toulousain, mais on est là pour dire nous sommes dans nos territoires des institutions. Et à un moment donné, il faut que nous prenions aussi la responsabilité, non pas du résultat à court terme, mais de la vie de ce territoire. Et je pense que des institutions comme le Stade Toulousain, le Stade Français, La Rochelle, ont aujourd'hui un rôle sociétal à jouer et que nous avons avec vous une discussion à avoir pour savoir comment nous mettons en place les instruments qui nous permettent à la fin de supporter le sport, mais de supporter aussi la performance dans la durée de nos clubs respectifs. On a ces discussions-là depuis 3 ans maintenant, donc c'est un sujet qui est complètement dans l'objet même de cette mission, hein, vous l'avez compris. Notamment, je vais faire la remarque à Président Lacroix qu'il est très bien conseillé. D'ailleurs, Jean-Philippe Ray, effectivement, je pense alors celle-là, vous n'allez pas lui attribuer à lui. On doit l'initiative. Alors, c'est vrai. Alors, on a un point commun du sujet. J'ai reçu Madame la ministre. J'ai reçu Madame la ministre grâce à lui, mais à ce moment-là, il n'était pas encore parmi nos effectifs. Je l'ai rencontré en mairie de Toulouse face à l'ensemble des clubs qui, justement, étaient tel un pélican, le bec ouvert, à demander X budget d'État. Et moi, j'ai dit, je vous demande tout sauf de l'argent, je vous demande une cotation RSE. Et ça avait fait un petit peu sensation à ce moment-là. Mais il a d'autres qualités. Non, mais parce que je lui rappellerai donc une discussion qu'on a eue il y a 2 ans, puisque dans les discussions budgétaires, hein, qui sont des discussions très tendues, viriles et parfois pas très correctes, j'ai réussi à obtenir une petite ligne de crédit pour faire en sorte que l'Observatoire de l'économie du sport ait des moyens et fasse un appel d'offres pour justement ouvrir le spectre de la seule évaluation économique, mais qui est également les sciences sociales qui puissent être donc associées pour qu'on ait des véritables études d'impact sociétal du sport, pour justement donc donner une meilleure idée aux acteurs économiques, mais aussi aux acteurs politiques pour leur prise de décision, justement, qu'elle soit raisonnée, argumentée, parce que c'est comme ça aussi qu'elle est mieux comprise et qu'on peut peut-être éviter de croire, et puis certaines fois on l'a vu,
que la répartition ne se fasse que sur une logique de saupoudrage, de satisfaire tout le monde un peu, mais qu'il n'y ait pas derrière de logique j'ai envie de dire, de quelque part d'objectif sociétal, puisque c'est ce qu'apporte le sport, et c'est pour ça que c'est le lien aujourd'hui. Le sport, donc, c'est politique, la politique, c'est du sport, vous faites ça dans les deux sens, mais il y a de ça. Donc, j'en viens justement, parce que je pense que c'est ça qui va nous réunir, la piste qu'on a, enfin qu'on vous propose, en tout cas qu'on a traduit législativement. C'est pour ça que je disais qu'on a eu ces discussions et qu'on a régulièrement ces discussions depuis longtemps entre parlementaires et vous-même. Ça a été concrétisé pour l'instant à moitié, puisque le texte n'est toujours pas discuté par le Sénat. On compte sur vous aussi pour prêcher à bonne parole auprès des sénateurs pour qu'ils discutent ce texte, donc cette proposition de loi parlementaire consacrée à démocratiser la vie et la pratique du sport. C'est la fameuse donc, possibilité donnée aux clubs professionnels, aux sociétés sportives, d'opter pour le statut de SIC, société coopérative d'intérêt collectif, qui a derrière, vous traduisez une intention donc, d'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est quelque chose donc, du coup qui résonne chez vous? Est-ce que vous allez passer en SIC, vos structures? On avait à votre place Luc Dayan hier. Mais je n'attendais pas que vous nous applaudissiez. Hein. Je réponds à une question par une question. Est-ce que vous avez validé l'avancée qui, pour moi, n'est pas encore concrétisée d'un club de rugby de Pro D2 du Sud-Ouest, mais qui tend vers l'Est? Eh oui. Mais oui, mais j'ai une question pour vous, Président, après. Mais celle-là, bien sûr. Dont le principal actionnaire serait la municipalité. Parce que ça nous pose là aussi un vrai questionnement. Ouais. Vous avez vu que la mairie de Béziers compte racheter son club. Et je ne comprends pas dans quelle structure juridique ils peuvent le faire. Par quel véhicule juridique ils peuvent passer. Sauf à passer par une filiale qui elle-même est actionnaire. Mais je ne l'ai pas clair. Non, je m'excuse. Alors, je confondais. Je pensais que vous alliez me parler de la délocalisation du BO, du Biarritz Olympique. Parce que là, quand même, le monde du rugby est assez innovant là, de ce côté-là. Oui, mais on va se confronter à un problème de droit pur, un peu comme l'arrêt Bosman et l'ensemble de la collusion entre le droit du travail et le droit du sport. Là, de la même façon, on a un droit du sport qui est relativement clair, mais une liberté d'agissement sur un plan de délocalisation qui n'est pas si clair que ça. Je laisse à la Ligue le soin de finir l'exposé juridique, mais pour être au cœur de la problématique, c'est pas si facile. Intellectuellement, humainement, c'est inconcevable. Sur un plan juridique, il va falloir effectivement qu'on se barde parce que il y a des il y a des pièces manquantes dans la construction juridique. Moi, je parlais plus de Béziers et de l'intention d'un maire qui veut rentrer à l'actionnariat de son club, qui dit être rentré, mais à ma connaissance, il n'y est pas rentré. Mais là aussi, c'est une voie qui est à regarder avec l'ensemble du pouvoir législatif, parce que ce n'est pas juste un avis de la Ligue qui nous permettra de valider ou d'invalider et donc de créer le précédent dans le monde du sport globalement. Oui, c'est interdit. Il me semble. Ah oui, je confirme. Peut-être est-ce juste un effet d'annonce. Bon, sur la SIC, vous partagez donc, je pense ou pas, c'était avoir votre avis donc justement sur ce potentiel, sur cet outil, notamment donc, pour diversifier j'ai envie de dire, les acteurs au projet. Je pense bien sûr à élargir plus facilement les acteurs économiques, aux collectivités territoriales, mais aussi aux salariés, aux supporters. Est-ce que c'est une réponse à ce dont vous parliez, M. Guillaume? Oui, alors,
j'avoue que je n'ai pas étudié le travail auquel vous faites allusion. Oui. Donc, je Non, vais mais- prendre le temps de le faire bien sûr. avec beaucoup d'intérêt. Et si j'ai l'occasion, je réagirai en direct auprès de vous. D'accord. Non, non, c'était pas pour, bien sûr, pour. Le seul précédent pour le moment est un club de football corse qui est Ah ouais. Sébastien, voilà, qui est en Ligue 2, mais qui est remonté de très loin avec cette formule qui a été mise en place. Ouais. Donc, on parlait de l'attractivité des investisseurs. Moi, ce que je retiens, c'est intéressant parce que je ne l'avais pas en tête, c'est ce que vous avez dit sur cette efférente que permet, et surtout garantie et caution que permet donc les droits TV. Ce que je retiens surtout, l'effet négatif, c'est que effectivement les droits progressent, certes, mais je veux dire, ils ne vont pas atteindre, en tout cas, ils progressent doucement mais sûrement, hein, pour reprendre un peu votre état d'esprit que j'entends dans le rugby. Mais il n'empêche que du coup, c'est un frein à l'investissement. En tout cas, aujourd'hui, tel que votre business model, en tout cas votre modèle économique est constitué, et aussi tel qu'il est appréhendé par les banquiers, puisque je comprends que c'est la seule source pour eux de garantie fiable et pérenne. Donc, de ce côté-là, il y a une vraie réflexion aussi, en tout cas, moi, qui est évidente, parce que l'investissement j'ai envie de dire, sur les territoires, passe par justement un accroissement de votre possibilité à obtenir donc des soutiens financiers et bancaires en premier lieu. Donc, quelles sont les pistes parce qu'il y avait notamment, donc là, ça a été la loi de Braillard de 2017 qui proposait donc une garantie d'emprunt pour l'acquisition d'infrastructures. On l'a évalué avec Régis Vénico. Elle n'a pas du tout, enfin en tout cas, donné les résultats, en tout cas, je pense, escomptés, même si l'intention est très bonne, c'est de donner la possibilité, effectivement, au club d'investir. Donc, quels sont les points sur lesquels vous vouliez peut-être profiter pour nous guider? Alors, je vais vous dire, vraiment doubler les droits TV. Je vais prendre la dernière intervention pour ma part et je vais devoir vous quitter, même si Jean-Philippe reste avec vous. En fait, cette sécurisation des droits télé qui viennent d'être renouvelés a permis effectivement à certains d'entre nous de pouvoir prendre des garanties bancaires, mais c'est surtout un appel d'air pour nos amis des fonds de pension qui, eux, savent qu'il y a un revenu récurrent, qui sont donc en capacité à la Ligue et ou dans les clubs, parce que ça peut se faire à deux niveaux, d'arriver en disant, ben voilà, on a un certain nombre de revenus qui sont sécurisés, donc je suis prêt à les préacheter et j'espère avoir amélioré le produit pour qu'au moment du terme de ces droits, ils soient revalorisés. Donc, c'est un pari sur l'avenir avec des gens qui, vous le savez tous, ont une disponibilité financière importante en ce moment et ont presque un souci de recherche de zones d'investissement. De la même façon, on est même venu nous voir dans les clubs pour racheter, bien sûr, la quote-part du droit télé qui revient au club. Parce que c'est le seul revenu qui est ultra sécurisé à ce jour. Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui une vraie zone d'intérêt au travers de la récurrence de ces droits télé. Voilà. Ça ne répond pas tout à fait à la deuxième partie de votre question, mais les intentions premières ou les sécurisations pour des concours bancaires sont surtout, pour moi, malheureusement, hein, parce qu'on prend un risque majeur en prévendant ces ressources potentielles, me semble-t-il, puisse-t-il avoir les reins assez solides pour pas céder à ces sirènes. Ça, c'est encore autre chose.
Juste un point de réflexion sur la question de Cédric. Après, il faut se prémunir quand même d'un écueil qui est celui de savoir ce qu'on fait des sommes additionnelles qu'on serait capable d'aller capter dans le temps et à quoi on les met à profit. Et je pense qu'aujourd'hui, la question et les échanges qu'on a pu avoir, ils vont dans le sens de vous dire, voilà, les clubs utilisent cet argent pour des travaux d'amélioration des réceptifs, de la qualité d'accueil des spectateurs dans leur stade, etc., agrandissement des tribunes, enfin voilà, tout ce que vous connaissez déjà. Pour Jean-Michel a parlé beaucoup de l'obligation des clubs et du rôle des clubs en termes de lien social, etc., voilà, pour monter des opérations, pour faire ce que le rugby a toujours fait, mais qu'on doit faire aussi maintenant au travers d'actions de plus en plus nombreuses, mobiliser de plus en plus de gens, avoir une ressource humaine de plus en plus importante, et tout ça a un coût. Il ne faut pas non plus se dire, voilà, on va franchir 2 étapes de plus, et in fine, cet argent, il va servir uniquement à payer les joueurs. Parce que c'est ce qui se passe pour le foot. Si on a des salaires qui sont aussi importants, c'est en grande partie parce qu'on a des droits télé qui sont colossaux. Voilà, il faut garder un caractère raisonnable. Je pense que le rugby a aujourd'hui. Il ne faut pas vouloir non plus à tout prix basculer dans autre chose. Parce que le salary cap, là, qu'on pointe, pour vous, vous êtes tous unanimes avec tout le vécu du salary cap. Est un frein à votre compétitivité ou pas? Parce que c'est ce qu'on entend dans le milieu du foot, parce qu'il y a cette dimension que vous subissez aussi, la dimension européenne, la compétition au niveau. Votre avis sur le salary cap aujourd'hui, son évolution, je crois qu'il va être amené à baisser, c'est ça, en 2024? Il n'est pas amené, il baisse déjà de 300 000 euros chaque saison pendant les 4 prochaines saisons. Voilà, donc ce qui va le ramener à un niveau qu'on a estimé comme permettant aux clubs de rester compétitifs, comme permettant aux 14 clubs de top 14 de se battre avec à peu près les mêmes armes, parce qu'aujourd'hui, on a, on est bien placé pour le savoir, on a des investisseurs ou des propriétaires ou des mécènes, voilà, qui sont puissants et qui pourraient, avec des investissements ou des financements beaucoup plus importants à terme, déséquilibrer l'intérêt du championnat. Donc, il faut être très, très prudent là-dessus. Donc, oui, le salary cap est un outil nécessaire, pas simple à mettre en place, il faut le reconnaître et à contrôler, mais je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui si on veut garder un championnat comme celui qu'on a, d'ailleurs, où au départ de la saison, vous avez peut-être sur 6 places qualificatives, 10, 11, 12 clubs qui peuvent y prétendre. C'est la valeur de notre produit et c'est l'intérêt de notre produit aujourd'hui qu'on doit défendre au travers de ça. Ça garantit une équité sportive et donc une attractivité aussi dans le spectacle. Oui, spectateurs. On n'a pas les mêmes métropoles, enfin on n'a pas que des métropoles. Ça rejoint la notion d'ancrage territorial qui a été évoquée tout à l'heure. On n'a pas les mêmes bassins économiques, donc pas la même puissance. Et à un moment, s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui régule ça, on va avoir un déséquilibre sur les budgets des clubs et sur les montants qui pourront être investis. Alors après, probablement que le système du salary cap actuel peut être encore amélioré. Et quand je dis l'améliorer, ce n'est pas nécessairement le baisser encore plus. Mais voilà, je trouve que dans le contexte actuel, malgré les contraintes des clubs sur la libération des joueurs pour les équipes nationales, etc., on s'en sort plutôt pas trop mal. Et concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde sur les 5 dernières années, on a eu un rééquilibrage des budgets salariaux des clubs. On avait 4 ou 5 grandes écuries qui avaient les gros budgets en masse salariale, et on voit cet équilibre se mettre en place et de façon directe derrière un championnat qui est beaucoup plus ouvert qu'il ne l'était il y a 5 ou 6 ans. Est-ce que les critères justement du salary cap peuvent aussi intégrer une dimension sociale? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des crédits supplémentaires lorsqu'il y avait des joueurs qui jouaient en sélection nationale.
Mais ma question, parce que je ne connais pas exactement le modèle, mais est-ce qu'il rentre en ligne de compte aussi les critères du centre de formation, c'est-à-dire la qualité du centre de formation, je ne sais pas, éducatif ou pas? Intégré. Le centre de formation, il est intégré, enfin les joueurs qui font partie du centre de formation sont intégrés dans le calcul du salaire cap, donc en termes de rémunération. Et le principe des crédits pour les internationaux, quand vous avez un joueur qui est sélectionné en équipe de France, enfin, qui appartient à une liste qui est donnée par le sélectionneur, vous avez la possibilité de dépenser 200 000 € de plus dans votre salary cap. Voilà. Donc, c'est un système où on vous donne le droit de dépenser un peu plus d'argent, à condition que vous ayez évidemment l'argent. À l'inverse, l'intérêt du salary cap fait que quand le club a atteint son salary cap, il va utiliser ses mannes financières complémentaires justement dans des investissements qui le rendent plus compétitif, et la formation en fait partie. Donc, justement, de mettre ce salary cap en place de manière ferme, ça permet que les clubs se structurent, lancent des actions en matière de RSE notamment, ce qu'on ne ferait certainement pas ou moins bien si on avait une grosse pression sur notre politique sportive et notre recrutement. Jean-Michel Guillon, je vais devoir vous quitter. Je suis désolé, mais j'avais un engagement à midi. Oui, on va conclure de toute façon, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas. Merci. Oui, on va conclure. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, je vais vous enverrer les travaux qu'on a faits. Hein, et sur la SIC notamment. Juste une réflexion, si vous me permettez, qui est quand même un sujet aujourd'hui qui concerne beaucoup de clubs. On a un championnat qui est attractif pour plusieurs raisons. D'abord sportive, ensuite, il faut le dire, quand même financière. Donc, beaucoup de joueurs qui veulent venir jouer dans nos clubs. Et on a des contraintes de mise à disposition des joueurs qui sont très lourdes. Que les clubs jouent le jeu de l'équipe de France, il y a une Coupe du Monde qui arrive en 2023. Évidemment, c'est une volonté forte. La Fédération française de rugby, l'équipe de France a aussi besoin, au travers des matchs qu'elle organise, de générer des revenus pour alimenter le rugby amateur. On a bien conscience de tout ça. Mais on arrive quand même aujourd'hui à une croisée des chemins avec un calendrier qui n'est pas extensible. D'abord parce qu'il faut protéger les joueurs et qui jouent déjà beaucoup. Et ensuite parce qu'au rugby, on ne peut pas faire 2 matchs dans la même semaine. Donc, il arrive souvent qu'on ait ce qu'on appelle des doublons, c'est-à-dire des journées de championnat qui se déroulent en même temps que des journées où l'équipe de France joue. Globalement, la répartition fait que sur 26 journées de championnat de phase régulière pour un club, s'il y a un joueur qui dispute toutes les rencontres avec l'équipe de France, il va en jouer entre 10 et 12. C'est presque la moitié. C'est beaucoup. Je ne vous apprends rien en vous disant que le joueur, le contrat de travail qu'il bénéficie, c'est un contrat annuel, évidemment, et il n'est pas mentionné dans ce contrat que quand il part jouer avec l'équipe de France, le club ne le paye plus. Je pose quand même cette question. Dans quelle entreprise, aujourd'hui, un patron accepterait de se séparer de ses meilleurs employés pendant 3 mois, 4 mois, puisque c'est à peu près ce que ça représente dans une saison. Et ça devient aujourd'hui très problématique. Et je parle des joueurs français, évidemment, mais aussi et surtout des joueurs étrangers, parce que autant on a des accords avec la fédération et qui ont été mis en place par la Ligue qui permettent au club de dépenser un peu plus d'argent quand on a des joueurs sélectionnés, pas d'en économiser, ou en tout cas pas trop. Et avec les équipes étrangères, on n'a aucun accord. Donc on arrive quand même à un moment où on demande au club, voilà, il faut être compétitif, il faut attirer les gens dans le stade, il faut avoir des joueurs connus, mais aussi où on a notre ressource est de moins en moins disponible. Et je ne parle même pas de la santé des joueurs là-dedans, mais qui est aussi un vrai sujet. Donc, je voulais quand même avoir cette réflexion avec vous. Et est-ce que la réponse à cette réflexion qui est tout à fait légitime et ancienne, hein, et qui est commune aussi pour le coup au foot, est-ce que c'est des réflexions sur lesquelles vous voyez des débuts de réponse au niveau de World Rugby? Puisque là, ça nécessite effectivement un accord plutôt, vous l'avez dit vous-même, avec… non, enfin je ne sais pas, parce qu'il faut négocier avec la Nouvelle-Zélande, voilà. On a demandé à la fédération
au travers des bonnes discussions qu'on a avec elle, d'avoir un ou deux représentants des clubs du top 14 à la table de World Rugby, puisque aujourd'hui, c'est une co-construction. Donc, il y a un article qui existe depuis la nuit des temps qui s'appelle l'article 9, qui fait que quand une fédération décide de sélectionner un joueur dans les périodes qui sont décidées en amont, c'est-à-dire la période de novembre, la période du tournoi destination et la période de juin, les clubs ne peuvent pas s'opposer à la libération des joueurs. Donc, World Rugby se range derrière cet article, et sauf que les calendriers, et on l'a vu pendant la période Covid, ils ont plutôt eu tendance à s'amplifier. Maintenant, quand vous voulez aller disputer des rencontres, il y a des quatorzaines à respecter selon le pays dans lequel vous allez. Donc, les périodes, elles deviennent de plus en plus longues. Et les joueurs, on ne peut pas les faire jouer plus de matchs et on n'a pas de week-end de disponible. Donc ça devient un vrai sujet. Et par-dessus ça, il y a la question financière et les contraintes pour les clubs qui deviennent aujourd'hui quand même très, très lourdes. Ok, ça c'est entendu. Je voulais juste peut-être une dernière question avant qu'on se sépare, et avant de vous remercier bien sûr pour la dispo. Déjà, vous dire, Pierre Vénère, moi je serais intéressé parce que vous avez abordé le sujet de l'investissement. Enfin tous d'ailleurs, je serais intéressé de voir quels sont les freins à l'investissement, notamment en termes d'accompagnement financier des banques et d'autres, et puis les freins en termes d'attractivité justement des partenaires économiques, s'il y en a encore une fois, mais c'est vrai que dans votre discipline, vous êtes plus, en tout cas, plus avant-gardiste de ce côté-là sur le partenariat sportif que les autres. Voilà. Et moi, j'avais une dernière question qui était une question d'actualité. Mais je vous posais la question si ça allait être une tendance de demain. Et Jean-Philippe Ray, voilà, c'est super. Vous m'entendez ou pas? Oui, parfaitement. Bonjour. Non, ça va bien. Non, ça va bien. Votre président vous a laissé seul sur une question qui le concerne. On l'a posée donc à la LNR. C'est le sujet du transfert qui n'en est pas un, mais c'est bien que vous soyez là pour que nous expliquiez de quoi il s'agit, mais en tout cas du changement de club de Colbey. Alors, je réponds sur la première question sur la partie bancaire. Oui. Il y a un point qui peut-être mérite d'être évoqué et qui avait déjà été un point qui avait pu complexifier la question du recours au PGE, mais qui s'est progressivement soldé grâce à l'intervention du ministère des Finances. C'est la notation que la Banque de France accorde aux clubs professionnels, qui évidemment par nature n'est pas très bonne, puisque les clubs professionnels n'ont pas vocation, ou en tout cas ce n'est pas l'usage de dégager du chiffre et par voie de conséquence d'avoir des critères d'évaluation qui sont favorables pour une notation positive par la Banque de France. Donc, on est souvent mal noté et du coup, ça freine la potentielle disponibilité bancaire. Sur la question de Chelsea Colby, en tout cas, je suis bien preneur d'avoir un point d'explication complémentaire sur l'attendu pour Chelsea Colby. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste comme vous, simplement donc, de l'extérieur. Je pense que ça semble donner une tendance de transfert donc, de joueurs auxquels on n'avait pas de transfert tarifé, auquel on n'avait pas l'habitude dans le monde du rugby. On sait que c'est une donnée aussi qui a son poids dans le foot. Je ne veux pas faire un comparatif, mais c'est quand même une tendance nouvelle. Donc, est-ce que déjà, quelles sont les raisons de ce transfert? On a vu dans la presse qu'il s'agissait d'une indemnité de rupture, c'est ça? Mais est-ce que j'ai envie de dire que cette variable peut être une variable donc, qui apparaît dans le monde du rugby ou pas, cette variable économique? C'est une question qui est par nature un peu sensible parce qu'elle est récente et donc elle évoque quelques points un peu difficiles. Et je ne suis pas totalement sûr, sans vouloir botter en touche, d'être le plus compétent pour répondre sur cette évolution-là. Je pense que le Stade Toulousain n'est pas le seul club à avoir été confronté à cette situation. Je pense que Thomas Lombard, pour le Stade français, avec Gaël Ficou, peut probablement en être aussi une illustration. Vous passiez le ballon, c'est bien. Vous êtes. Ouais, on fait ça assez habilement. C'est une patate chaude là, par contre, j'ai l'impression. C'est pas. Non, mais est-ce que c'est une évolution dans le monde du rugby? Je n'en sais rien. Une chose est sûre, il y a 2 transferts récents qui viennent illustrer la tarification, ou en tout cas la mise en place d'indemnités de transfert.
Est-ce que c'est des cas très ponctuels? Moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est très ponctuel. Est-ce que le monde du rugby va vers ça? J'en suis pas totalement certain. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ça? Non, mais qu'est-ce que ça traduit? On va se parler franchement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que là, la raison est économique. Il faut le comprendre. Ce n'est pas une raison sportive. Ben, ça traduit qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui sont capables de payer des sommes importantes pour racheter des contrats. Et donc, si on décide de ne pas l'encadrer, ça pourra intervenir de manière intempestive, mais ça ne concernera que les quelques clubs qui ont ces possibilités. Soit alors, ben, il faut réfléchir et faire ce qu'on a dans le football, c'est-à-dire des périodes de mercato où on peut envisager des transferts de joueurs et s'y tenir. Sinon, le risque existera toujours. Après, bon, ce sont de transferts récents. Donc, il va falloir aussi regarder l'intérêt pour les clubs concernés, à la fois sportifs et en termes de valeur ajoutée, puisqu'ils sont quand même des joueurs à forte notoriété. Mais c'est clair que si ce sont des exemples et des transferts gagnants, bah, je ne vois pas pourquoi la question ne se reposerait pas demain. On a bénéficié à La Rochelle aussi d'un transfert, donc il n'y a pas du tout de jugement de principe ou de valeur, mais on est persuadé que ce qu'il faut éviter absolument, c'est que les transferts deviennent une variable d'ajustement des déficits structurels comme dans le foot. C'est un premier point. Et le second point, c'est que si on veut que le rugby reste ancré sur des aspects d'attachement identitaire au maillot, etc., c'est des choses à réguler. Et pourquoi pas intégrer dans les montants de salarié cap les amortissements de transfert pour au moins le limiter, quoi, parce que là, il y a un risque que le laisser faire au niveau des transferts vienne polluer l'image du rugby et en plus entraîner encourager des déséquilibres structurels où le transfert deviendrait la variable d'ajustement d'un déficit, quoi. Oui, et puis peut-être une forme d'équité sportive, surtout s'il intervient de manière subite au cours de la saison, etc. aussi. Hein, d'où l'idée du mercato, la structuration du mercato, etc. Ok, non, mais donc c'est bien une réflexion. Je veux dire, c'est un phénomène qui peut s'amplifier. Voilà, bon, sur lequel vous avez une réflexion. C'était ça ma question surtout. Hein. C'était pas pour... Mais en tout cas, le modèle économique, au moins du Stade Toulousain, et je pense que c'est le cas de tous les autres clubs, n'est pas basé sur la question des transferts. C'est un actuel. Le Stade Toulousain n'avait pas misé sur ce transfert parce que le joueur était engagé pour encore 2 saisons. Donc, il n'y avait pas de marchandisation autour du transfert de Dean Colby à l'origine. Ok, bon. Écoutez, moi, je vous remercie. Régis, je remercie aussi au nom de Régis. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas, en tout cas, puisque cette mission est ouverte encore pendant au moins 2 mois, à nous faire part de travaux par l'intermédiaire de Simon Issard qui est ici, l'administrateur, voilà, et de réflexion notamment sur tout ce dont on vient de parler. Je rappelle encore une fois sur le modèle économique, l'investissement, hein, puisque l'investissement sur nos territoires, ça c'est le lien, en tout cas entre ce qui nous unit, quoi. Hein, donc, lorsque j'entends et vous entends parler d'aménagement de territoire, c'est un aménagement qui se veut politique, sociétal, économique aussi. Donc, voilà. Donc, nous sommes d'une écoute, j'espère, des plus attentives. Et je diffuserai information de la SIC parce qu'on a besoin de supporters aussi de notre proposition de loi pour que les sénateurs puissent enfin transformer l'essai. Et je pense que c'est important, surtout à l'orée des JO et de l'image et de ce qu'on veut donner de l'état d'esprit de notre pays. Merci beaucoup. Je pense que Régis, je ne sais pas s'il nous entend. En tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour cette mission. Au revoir.